Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs où je reçois Charlotte Bona. Elle est publiée pour une trilogie dans l'imaginaire mais également pour des nouvelles et c'est le sujet de l'épisode. Nous allons aborder ensemble comment écrire une nouvelle, la réussir, mais aussi à quel point cet exercice peut être intéressant pour des auteurs en herbe, pour s'améliorer en écriture certes, mais aussi pour prendre confiance en soi. Je te laisse avec notre épisode et te souhaite une très belle écoute. Et on est avec Charlotte Bona. Hello Charlotte, est-ce que du coup tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Bonjour Ingrid, je m'appelle donc Charlotte Bona, j'ai 51 ans, j'habite en Bretagne. Je suis médecin la journée et je suis autrice le soir, la nuit, le week-end et éventuellement les vacances. Je mène une double vie. Et autrice donc plutôt de SF et d'anticipation ? C'est ça, pour l'instant j'écris essentiellement de l'anticipation, des écrits destinés à un lectorat adulte. Mais mon 4e roman que je vais très très bientôt envoyer aux éditeurs, lui était destiné à un lectorat à partir de 13 ans et également un mixte de fantaisie et de fantastique. Donc j'ai commencé à explorer d'autres genres. Et du coup, effectivement, moi on parle d'anticipation parce que notamment tu écris une trilogie qui s'appelle Avenselle. Avenselle. Avenselle, Faut le voilà. prononcer un peu à l'allemande ou à l'anglaise. Et effectivement, cette trilogie, c'était ton premier projet publié ? Tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à faire publier mon premier roman. Et donc cette première trilogie. Et elle a parti. Alors, Avenselle est dans un genre. J'aime bien les genres transversaux. Donc, on peut dire qu'Avenselle appartient à la fois à la science-fiction, à l'anticipation, avec une pointe de fantastique. Et c'est écrit comme un thriller et un roman d'espionnage. Donc c'est un mélange de plusieurs genres et ça reflète un peu ce que j'aime lire. Moi, j'aime bien lire tous les genres de littérature, donc j'avais pas envie de cadrer énormément le genre dans lequel j'écris. Et pour mon 4e roman, c'est pareil, puisque je suis à la fois sur de la fantaisie et du fantastique. Le premier tome a été publié quand ? Fin 2018. Il y a eu du temps entre l'écriture et la publication, puisque le premier tome, je l'avais écrit entre 2012 et 2014. J'ai écrit ensuite le tome 2 en 2015-2016, tout en corrigeant le premier tome. Et une fois que j'ai été satisfaite des 2 premiers tomes, je les ai soumis début 2018 aux éditeurs, avec une réponse positive d'un éditeur mosellan, Roy's Éditions, qui est une petite maison d'édition et qui publie essentiellement des littératures de l'imaginaire. Donc le premier tome est sorti fin 2018, le 2e tome est sorti en avril 2019, donc très peu de temps après, et le 3e tome est sorti en avril 2020. C'était une promesse faite au lecteur qu'il n'y aurait pas trop de temps entre chaque tome. Parce que je sais qu'en tant que lectrice, je déteste attendre trop longtemps entre chaque tome, surtout si ça me plaît. Et c'était une promesse que je m'étais faite en tant qu'autrice, voilà, de ne pas laisser plus d'1 an entre 2 tomes. Et est-ce que en matière de SF et d'anticipation, tu as des auteurs de référence, des auteurs qui t'inspirent particulièrement ? Alors, celui qui m'a inspirée et très marquée parce que je l'ai lu jeune au collège, c'est Barjavel. Donc là, j'enfonce une porte ouverte parce que je pense que beaucoup de gens qui lisent de la science-fiction connaissent Barjavel. Donc c'était La Nuit des Temps. Et ensuite, j'ai lu Ravage. Donc vraiment 2 romans très forts qui m'ont marquée. Je les ai lus au collège, j'avais 12-13 ans. Grâce à un prof de français formidable d'ailleurs qui nous a étudié Barjavel dans le programme.
Ensuite, en termes d'anticipation, il y a Pierre Bordage, qui est un auteur que j'adore, qui est très prolixe, donc il a écrit dans des genres très très différents. Mais j'avoue que quand il écrit dans le genre de l'anticipation, c'est là où je le trouve le plus percutant. Après, en anticipation, en littérature classique, il y a Maleville, très fort aussi, un livre très puissant. D'autres classiques comme 1984, Le meilleur des mondes, ce sont des livres que j'ai lus il y a très longtemps. Je ne sais pas quel regard de lectrice j'aurai maintenant, parce que parfois les livres vieillissent beaucoup. Donc je dirais surtout maintenant, si quelqu'un voulait se lancer dans le genre de l'anticipation, je lui parlerai de Pierre Bordage, qui est un merveilleux conteur. Et du coup, on vient un peu au vif du sujet de ce podcast. Et effectivement, quand je t'ai croisé en salon, on a parlé plutôt de nouvelles, parce qu'il se trouve qu'en ce moment, c'est un petit peu plus là-dessus que tu t'es concentré en termes d'activité d'écriture. Comment t'en es venu à écrire des nouvelles finalement? J'ai découvert l'écriture de nouvelles sur le forum Coxyclic, qui est un forum de bêta lecture réservé aux littératures de l'imaginaire. Donc c'est un forum sur lequel je suis arrivée un peu par hasard en 2014. Quand j'avais fini d'écrire le Thomas d'Avencel, c'était du premier jet, c'était mon premier roman et j'avais une conscience assez aiguë de la qualité médiocre de ce manuscrit. Donc je le dis en toute honnêteté, hein. Et j'ai cherché vraiment des moyens de l'améliorer. Et j'avais découvert sur Google Coxyclic et je me suis inscrite dans le forum. J'ai trouvé ça très sympa. Et j'ai vu qu'il y avait un sous-forum qui était réservé aux nouvelles et j'ai commencé à aller lire les nouvelles et à les bêta-lire. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien. Je lisais déjà des nouvelles avant. Et je me suis dit, si je me lançais dans l'écriture de nouvelles. Alors, j'ai dû écrire ma première nouvelle en 2015, en sachant que ma première nouvelle publiée était en 2018. Hein. Donc, ça a été 3 ans d'écriture, de réécriture, de refus de nouvelles. Donc, si je dis ça, c'est pour aussi expliquer aux auditeurs qu'il ne faut surtout pas se décourager. C'est vrai pour les nouvelles ou pour les romans. Il faut écrire, réécrire, accepter les refus, si possible, demander des conseils sur ce qui n'a pas marché, pourquoi la nouvelle n'a pas été prise, et puis en tenir compte et retravailler la nouvelle. Donc voilà comment m'est venue l'idée d'écrire des nouvelles. Je trouve qu'en tant que lectrice, c'est un format très très intéressant. On peut faire passer énormément de choses dans une nouvelle. Je regrette juste que le genre soit pas plus répandu en France, parce que c'est un genre très répandu dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis. Et c'est dommage que le genre ne marche pas plus en France. Parce qu'il y a peu finalement de moyens de faire publier des nouvelles. Alors, quand on est un auteur très connu, on peut faire éditer un recueil de ces nouvelles. Autrement, il faut répondre à des appels à texte qui sont lancés par des revues ou des fanzines. C'est dommage, vraiment dommage parce que, par exemple, le soir, quand on est fatigué, on n'a pas toujours la force de se lancer dans un roman, mais une lecture de nouvelles, c'est un quart d'heure, 20 minutes, et donc ça peut être un format de lecture très intéressant. Un peu comme l'est la série par rapport au film de 3 heures. Effectivement, c'est intéressant à lire parce que c'est assez rapide, mais c'est aussi dans le même genre que le roman, un peu plus rapide à écrire qu'un roman. Combien de temps te prend l'écriture, la correction? Ça va dépendre de sa taille, mais on va dire qu'un format moyen, 25-30 000 secs, je vais mettre entre 1 et 2 mois à écrire le premier jet. Tout simplement parce que comme toutes mes nouvelles appartiennent aussi au genre de l'anticipation, voire même à un sous-genre de l'anticipation qu'on appelle la climate fiction, j'ai toujours besoin d'une base documentaire. Donc l'écriture du premier jet, pour moi, inclut cette partie recherche de documentation. Et là, par exemple, cette année, j'ai écrit une nouvelle qui est une nouvelle d'anticipation qui va se passer dans un pays asiatique dans le futur. Et donc, j'ai passé quand même 2-3 semaines le soir à lire sur le pays,
à regarder beaucoup de vidéos YouTube pour voir un petit peu l'ambiance du pays, entendre les gens, voir comment ils s'exprimaient, comment ils bougeaient. Et donc cette phase de documentation peut être assez longue. Après la phase d'écriture, une fois que l'histoire elle est bien dans la tête et qu'on sait où on va, elle peut être assez rapide. Mais ça reste du premier jet. Et après, on corrige. Alors après, c'est comme une pâte à crêpes, hein. Je dis ça parce que je suis bretonne. Moi, je laisse reposer. Une fois que j'ai roman ou nouvelle, pareil, même façon de travailler, je laisse. Alors, le roman, je laisse plusieurs mois. La nouvelle, généralement un mois ou deux, ça suffit pour que je me détache sur le plan affectif du texte, que je prenne du recul et que je puisse voir les défauts. Ouais, c'est aussi quelque chose que je recommande, hein, c'est de prendre un peu du temps, quel que soit le projet, entre le premier jet et la correction. T'as raison, ça permet de prendre du recul, puis ça permet aussi à nous, dans notre tête, de continuer à faire notre chemin, nos réflexions, et de retrouver le texte avec un œil un peu neuf, ouais. Tout à fait. Oui, oui, puis un œil critique surtout. Par exemple, je fais partie des autrices qui adorent corriger, mais écrire un premier jet, c'est douloureux. Enfin, c'est douloureux. C'est une phase douloureuse pour moi. Ça me demande beaucoup d'efforts. J'écris 1 heure, je suis presque épuisée, je me suis vidée émotionnellement. Enfin, cette phase-là est très difficile pour moi. Donc, j'ai vraiment besoin de laisser reposer le texte et de passer à autre chose. Alors, le mieux à faire, c'est d'écrire un autre texte complètement différent. C'est ce que tu fais du coup. C'est ce que je fais. J'alterne, en fait, j'écris un roman, j'écris 2 nouvelles, j'écris un roman. Enfin, j'essaie d'alterner le plus harmonieusement possible en fonction aussi de ma vie professionnelle, la première, et de ma vie familiale, ce qui n'est pas toujours évident. Finalement, en comptant un peu ton temps de repos, on va dire que ça fait quelques mois passés sur les nouvelles. Sur une nouvelle, oui, c'est 3 mois. Parce que c'est vrai que ça, si on compare à un roman, pour les personnes qui seraient pas encore trop familières de combien de temps ça prend à écrire, à corriger, à faire plusieurs phases de correction, etc., on compte plutôt en années. Et c'est ça. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, et du coup, le fait que la nouvelle, ça serait quand même quelque chose d'un peu plus, je dirais peut-être léger, entre guillemets, par rapport à un roman qui prend forcément beaucoup plus de temps, d'énergie. Alors, c'est vrai que c'est un conseil qu'on serait tenté de donner aux jeunes auteurs, c'est de leur dire, commencez par écrire une nouvelle, parce que l'implication en temps, en effort sera moindre. Néanmoins, je trouve que écrire une nouvelle, c'est très compliqué. Parfois, je me dis même que c'est plus compliqué qu'un roman. La nouvelle, on n'a pas le droit à l'erreur. Il peut y avoir un mot en trop, il faut que tout se tienne, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un ventre mou. Alors, je ne dis pas que c'est bien dans les romans, hein, mais des petites imperfections dans un roman vont moins se voir que dans une nouvelle qui doit vraiment être presque parfaite. D'autant plus qu'en imaginaire, alors pour les autres genres, je n'ai pas d'expérience, mais en imaginaire, on est quand même assez nombreux à écrire des nouvelles. Ce sont généralement des auteurs assez expérimentés et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc il faut vraiment avoir des nouvelles très très abouties pour avoir la chance d'être retenu pour une anthologie. J'ai quand même l'impression qu'un roman, cela peut être plus facile même en tant que primo-romancier. Après, la nouvelle est un bon exercice d'écriture. Si on est prêt à encaisser les refus, à se remettre positivement en question et à améliorer, c'est une bonne façon aussi de commencer dans l'écriture. Effectivement, par contre, si on est plus tenté par un roman particulier qui nous habite et qu'on a envie d'écrire, c'est ce roman-là qu'il faut aller écrire. Voilà, on va pas écrire des nouvelles alors peut-être pourquoi pas, des nouvelles qui prépareraient le roman, ou peut-être. Mais bon, je pense que je suis d'accord avec toi. Si on a un roman en tête qui nous habite et qu'on a envie d'écrire, c'est là qu'il faut aller, hein. Les nouvelles, ça attendra. Tout à fait. Après, on est tous très différents, hein. Je connais des autrices qui écrivent pas du tout de nouvelles. Et à qui ça n'a pas manqué pour être publié ou chacun doit faire comme il le sent, mais c'est vrai qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'écrire une nouvelle c'est difficile et c'est encore plus difficile de la faire publier.
à ce propos, au sujet un peu de la publication, donc tu as parlé des appels à texte. Alors c'est vrai que pour les personnes qui ne connaîtraient pas, il y a donc des concours régulièrement publiés par des nouvelles, enfin par des revues qui publient des nouvelles, entre autres, pas que, et qui donc vont récompenser certaines nouvelles, pas beaucoup, comme tu dis, il y a peu d'élus, en les publiant dans la revue, etc. Est-ce que à ce sujet, il y a des conseils que tu pourrais donner de manière un peu plus technique? Est-ce qu'il y a des limites de caractère en général dans ces concours-là? Il me semble que oui. Oui. Alors en fait, il faut bien aller lire les consignes. C'est Mm. idiot, hein, mais c'est comme un peu les lignes éditoriales chez les éditeurs. Il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Donc alors généralement pour les appels à texte, il y a des tailles minimales et maximales. Alors ça, généralement, alors le minimum c'est 10 000 en règle générale, 10-15 000. La taille maximum, on est autour de entre 45 et 60 000 secs en fonction des appels à texte. Il y a des appels à texte particuliers sur les micro-nouvelles, mais les micro-nouvelles, c'est dans les 500 mots, donc c'est vraiment des mini-récits. Donc la nouvelle standard, généralement, c'est 25-30 000 secs. Les appels à texte, alors il y a des appels à texte ouverts et il y en a d'autres à thème. Il y a des revues qui aiment bien publier des nouvelles optimistes, il y a des revues qui préfèrent les nouvelles sombres. Donc en fait, le plus simple, c'est quand on répond à un appel à texte, c'est d'acheter en ligne une revue, le dernier numéro, et puis de lire les nouvelles dedans. Ça permet d'avoir un peu une idée de la ligne éditoriale du magazine ou du fanzine. C'est vrai que c'est clairement une bonne idée, puis ça marche aussi pour les autres types d'éditions, même l'édition de romans. Rien ne vaut d'aller regarder ce que publie l'éditeur. Oui, j'allais dire un livre avec de la romance, de la fantaisie et de la romance, ça sert à rien de l'envoyer au Bélial, par exemple. On serait complètement hors clou. Puis on fait perdre du temps aux gens qui reçoivent. Donc pareil pour les appels à texte, il faut bien se renseigner. Est-ce que ça va être de la science-fiction ou est-ce que c'est ouvert aux 3 genres de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique? Qu'est-ce qu'ils aiment? Les textes optimistes ou pas? Je me suis vue une fois refuser un texte par un magazine au motif qu'il était trop glauque, trop sombre. Voilà, parce que c'était pas dans la ligne éditoriale. Bon, je l'ai recasé ailleurs, c'était pas un problème, mais je me suis dit, ah oui, effectivement, il faut que je fasse attention à ça. Effectivement, c'est des bons conseils, je trouve. Est-ce que tu en aurais peut-être d'autres pour un auteur en herbe qui aimerait bien se lancer dans l'écriture de nouvelles et qui se demande comment commencer? Alors, faut qu'il lise des nouvelles. Très bon conseil. Mais c'est pareil, tout ce que je vais dire, je pense, pour les nouvelles, c'est vrai pour les romans. On peut pas écrire sans lire. Je trouve que ce sont les deux mêmes faces d'une pièce de monnaie, en fait. On peut très bien aimer lire sans ressentir un jour l'envie d'écrire, mais si on est écrivain, c'est parce qu'on aime le livre, on aime les histoires et on aime les lire. Donc, commencez par lire des nouvelles, si possible de grands auteurs, pour s'imprégner de leur qualité littéraire. Et puis ensuite, réfléchir à ce qu'est une nouvelle. Une nouvelle, c'est un récit très particulier par rapport au roman. Pour moi, une nouvelle, c'est presque une photographie de l'instant de la vie du personnage principal. Par exemple, autant dans un roman, on peut avoir plusieurs personnages principaux, plusieurs personnages secondaires. Dans une nouvelle, généralement, on a un ou deux personnages et on a un seul point de vue le plus souvent. Et donc la nouvelle va raconter un instant précis de la vie de ce personnage. Et bien sûr, on va pas raconter, il se lève le matin, il boit son café, il va au travail, il rentre, il allume sa télé et il se couche. C'est un instant bien précis de la vie où il va y avoir un événement particulier qui se produit et qui va amener un chamboulement dans la vie de ce personnage. Donc c'est ça, c'est vraiment une photographie d'un instant très particulier. Après, les techniques d'écriture, moi je suis pas une hyper spécialiste de la nouvelle. J'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes de publiées, mais
il faut que je continue à travailler, il faut que je sorte un peu de ma zone de confort, il faut que j'aille tester d'autres types de narration dans la nouvelle. Donc, c'est le conseil que je donnerais, c'est voilà, vous avez envie de raconter quelque chose de particulier dans la vie d'un personnage, et ben allez-y, faites-le. Et donc, le début d'une nouvelle, c'est comme un roman, c'est un instant très fragile. Mais dans la nouvelle, on sait qu'on a, on a 5 lignes pour happer le lecteur. Donc, il faut en quelques lignes lui donner le contexte et lui donner un aperçu du personnage suffisamment puissant pour que le lecteur se sente d'emblée un lien d'empathie avec ce personnage. Donc c'est vraiment difficile. Les premières lignes d'une nouvelle sont très très délicates à écrire. Donc après il faut se lancer. Le premier jet est fait pour être corrigé, amélioré, mais je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit quand on commence une nouvelle. Effectivement, on a moins d'espace pour happer, comme tu dis, le lecteur, pour lui expliquer un peu alors dans cette histoire-là, le personnage c'est lui et il se passe ça dans sa vie. D'autant plus que dans les genres une nouvelle en blanche, on écrit dans le monde actuel, mais la difficulté d'une nouvelle en imaginaire, c'est que vous pouvez très bien avoir un univers de fantaisie médiévale, un univers de fantaisie avec des elfes ou avec des lutins, ou être en anticipation, donc il faut vite se dépêcher de donner quand on est et comment le monde a évolué. Ça peut être de la science-fiction, c'est pareil, sur une planète très éloignée. Donc il faut que le lecteur ait très rapidement les clés de cet univers en main. Les clés de l'univers et puis oui, du problème du personnage, je suppose, voilà, assez mais rapidement. Sans le noyer sous les détails indigestes, compliqués. C'est ça, en choisissant très bien la précision à donner pour que le lecteur comprenne. Et ça. Alors ensuite, on a un peu, oui, comme tu dis, la photographie de ce personnage et de son problème peut-être à l'instant T, ou en tout cas de ce qui va lui arriver, son point de départ et son point d'arrivée peut-être dans la nouvelle. Je sais pas si comment tu décrirais un peu les structures en fait, c'est un peu comme dans le roman, c'est-à-dire alors après, on commence au moment où on veut dans la vie du personnage. Mais globalement, la nouvelle, c'est un personnage à un instant T, et à T plus quelques minutes, il va y avoir un événement déclencheur qui va se passer dans sa vie. Alors, on peut aussi commencer la nouvelle et l'événement déclencheur vient juste de se produire, ou va juste se produire après le début de la nouvelle. Ça, c'est au choix de l'auteur. Mais il y a un événement déclencheur, quelque chose qui fait que sa vie va se modifier. En bien, en mal. Il faut créer du suspense, il faut qu'il y ait une tension narrative, il faut que le lecteur s'attache à ce personnage. Il a envie de savoir s'il va réussir ou pas. Il faut créer de l'empathie, ça c'est toujours important. Il faut aussi une caractérisation qui se tienne du personnage, qu'on ait l'impression que ça peut être une personne réelle. Et puis après, on emmène le lecteur où on veut. Les nouvelles se terminent... Alors, il y a les nouvelles à chute où c'est très disruptif et il y a quelque chose qui arrive que le lecteur n'attendait pas du tout, ou les nouvelles avec une fin plus ouverte. Ça, après, c'est au choix de l'auteur. Oui, c'est vrai que quand on étudie la nouvelle en français, entre guillemets, à l'école, on nous parle beaucoup de la chute. Mais ce qui me vient, moi, en lisant quand même quelques nouvelles, c'est que c'est pas quand on dit chute, c'est pas forcément effectivement disruptif, comme tu le dis, ou en tout cas que c'est pas forcément le cas de toutes les nouvelles. On peut avoir une fin un peu plus ouverte, voilà, qui ne ferme pas tout, qui laisse la place à l'imagination du lecteur. Mais je sais que les débuts et les fins de nouvelles, c'est atroce à réussir. Enfin, faut être honnête. Moi, je sais que j'ai toujours beaucoup de mal et que je réfléchis beaucoup et qu'il y a énormément de versions à chaque fois. Pour savoir où tu places peut-être le curseur ou pour vraiment changer le début, la fin. Où j'arrête même la nouvelle. Ne pas donner trop d'explications, parfois laisser un petit peu le lecteur, le faire travailler à notre place, ça c'est sympa. Lui donner quelques éléments et puis lui dire voilà, c'est toi qui fais le job maintenant et qui imagine un peu. Non, mais on peut avoir tout type. Après, c'est vraiment le choix, nous, soit on promène, on balade un peu le lecteur en le surprenant énormément avec la fin, soit on l'amène doucement vers une fin très ouverte. On peut en tout cas, on a plusieurs possibilités. C'est ça. C'est ça qui est bien pour les auteurs en herbe qui t'écoutent. Et merci d'ailleurs pour tous ces conseils. Je pense que ça va bien les aider.
J'ai quand même une petite question, moi, plus sur la préparation, parce que c'est un petit peu mon dada de savoir comment les auteurs se préparent et comment ils se donnent confiance dans ce qu'ils vont écrire, même s'il y a beaucoup de recorrections, etc. Comment tu les prépares, ces nouvelles, finalement? Est-ce que tu te lances directement dans le premier jet ou est-ce que tu nous écris avant un petit sommaire ou quelque chose comme ça? Alors, c'est souvent à la base une idée. Mes nouvelles, c'est toujours une idée que j'ai à l'esprit, que je peux garder pendant des années. C'est pas grave. C'est Tu la je- cultives? Non, oui, enfin, elle mûrit toute seule, elle est dans un coin, et puis à un moment, je sens que voilà, ça, une espèce de démangeaison, il faut qu'elle sorte. Ça, c'est ma façon habituelle d'écrire. Il y avait par exemple une de mes premières nouvelles qui est parue chez Interval et qui s'appelait Dessine-moi un poisson. C'est l'histoire en fait d'une petite fille qui vit à Berlin et qui se retrouve en vacances au bord de la mer. Elle décide de profiter de ses vacances pour aller chercher les poissons parce qu'on est dans un monde futur où il n'y a plus de poissons dans les mers parce que les mers et les océans sont devenus tellement acides qu'il n'y a plus de vie. Mais elle est décidée de profiter de ses vacances. Elle s'échappe un peu de la surveillance des parents et elle va au bord de mer chercher les poissons. Et donc, l'idée pour moi, c'était, en écrivant cette nouvelle, c'était d'émouvoir le lecteur en disant attention, les océans, on le sait, c'est prouvé scientifiquement qu'ils s'acidifient et qu'il y a un moment, la vie ne sera plus possible. Et donc, c'était l'idée pour moi. C'était ça, c'était d'utiliser une histoire comme ça avec un enfant, en faisant un peu écho bien sûr, à Saint-Exupéry avec l'enfant et le mouton, l'enfant et la rose, mais d'utiliser un peu ce côté enfance pour alerter sur un danger écologique. Donc c'était une idée que j'ai eue pendant un an ou deux avant de l'écrire. Hein. Et du coup, quand tu es passé à l'action, là, tu es passé directement au premier jet ou tu as construit un peu le début, la fin ou comment ça s'est passé? Alors, autant pour les romans, je me définis comme une paysagiste, pour les nouvelles, je suis plutôt architecte. Je commence par réfléchir, je prends une feuille de papier, je trace des grandes lignes, des carrés, je réfléchis à ma structure en paragraphes. Et d'ailleurs, après que j'ai fait ça, j'ai intérêt à me lancer très rapidement dans l'écriture du premier jet, parce que vu que j'écris comme un cochon, il y a des fois où je n'ai pas réussi à me relire. Et j'étais vraiment très embêtée de me retrouver avec une page griffonnée dans tous les sens en me disant, basse, qu'est-ce que j'ai pu écrire? Mais des fois, il y a juste un mot pour qualifier un paragraphe. Les Ouais, nouvelles, vas-y. c'est possible d'être architecte pour moi parce que c'est un format court. Je m'en sens pour l'instant incapable sur quelque chose comme un roman, de Hmm. ce découpage aussi précis. Et est-ce que pour toi c'est aussi inhérent au fait que justement, comme tu le disais dans une nouvelle, les temps morts un peu sont un peu prescrits Oui, quand on veut enfin, qu'elle soit réussie, quoi. après, je connais des autrices et des auteurs qui écrivent en premier jet sans, comme ça, hein, à la mode jardinière. Hein, enfin, ça dépend vraiment de chaque personne. Faut pas se dire qu'il n'y a qu'une technique. Il faut se dire qu'il y a une technique qui nous sera bonne. Voilà. Et le plus dur, je pense, quand on commence à écrire, c'est justement de connaître sa technique, à soi, celle qui permettra de s'épanouir dans l'écriture. Il y a des gens, s'ils découpent trop à l'avance, ils vont bloquer leur premier jet, ils vont bloquer leur muse, hein, enfin leur créativité. Et d'autres, s'ils n'ont pas tout découpé à l'avance, bah justement, la créativité ne fonctionne pas. Ouais, et puis ça, c'est ce qui est intéressant, en tout cas dans le cadre des romans que je dis régulièrement, c'est que ça dépend de nous, ça dépend du moment de notre vie et du roman en question. Et sur certains romans, on va avoir plus ou moins besoin de préparer, sur d'autres pas. Et peut-être que les nouvelles aussi, finalement. Peut-être, à voir pour les prochaines. Pour ce côté construction et structure, je pense que c'est quand même important pour les nouvelles. On parlait du fait de pas laisser de temps mort. À mon avis, effectivement, c'est un critère pour être retenu, en tout cas dans les appels à texte, ça, c'est sûr. Oui, plus soigner la forme. Mm. Là encore plus que dans un roman, je pense qu'il faut aussi se laisser le temps pour la correction grammaticale et orthographique. Au sujet de la forme, c'est également le style. Je sais pas si tu as comment dire, je dirais des choses qui te sont venues en passant aux nouvelles depuis les romans. Alors, ce que m'ont appris les nouvelles, c'est à créer une ambiance en quelques mots. Puisque dans la nouvelle, on a des fois une ligne ou deux pour créer une ambiance.
Ça, c'est quelque chose que j'ai remis dans mes romans par la suite. C'est, par exemple, si on a un personnage qui est dans la jungle, c'est comment très rapidement arriver à donner l'impression que le lecteur se retrouve dans un climat chaud, humide, avec des insectes qui vrombissent autour de lui dont on ne sait pas trop, voilà. Avec ces changements de luminosité qu'on a dans la jungle aussi, on passe d'endroits très sombres à très éclairés, le sol spongieux, les végétaux un peu, enfin, qui bougent au sol et éventuellement un serpent. Enfin, voilà, moi je suis très visuelle. C'est pour ça que je vais beaucoup regarder de vidéos. Je me dis, bon voilà, on est dans une jungle. Moi, si j'y étais, qu'est-ce que je vais ressentir par mes 5 sens? Et puis il y a les odeurs aussi, un peu de pourriture, de moisis, de végétaux en décomposition. Donc ça, dans la nouvelle, il faut le faire très rapidement. Et je me suis dit, finalement, pourquoi... Alors moi, en tant que lectrice, j'aime pas les pages de description. Donc dans mes romans, les descriptions, pour moi, doivent aller aussi très vite, hein, mais il faut qu'elles soient efficaces. Et ça, je pense réellement que la nouvelle m'a apporté ça. En tout cas, ça donne envie de même tenter l'exercice, je trouve, pour effectivement faire plus efficace dans les descriptions. Même pour les romans, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, je pense. Il me semble que tu as gagné un prix pour une nouvelle. Là, j'en ai même eu 2. Tu peux nous en dire plus? Alors, le premier, c'était ma première nouvelle publiée. C'était en mai 2018. Betty Piccioli, qui est une autrice que je pense que tu connais, Ingrid, qui est une autrice très talentueuse, qui, je crois, avait déjà sorti son premier roman, L'Ami imaginaire, chez Castelmore. Elle m'avait contactée en me disant, est-ce que tu veux faire un concours de nouvelles? C'est le concours de nouvelles des Imaginales organisé par Présence d'Esprit. Et en fait, le truc, c'est aux Imaginales, le vendredi après-midi, on était dans une pièce à la bibliothèque d'Épinal, enfermés avec d'autres auteurs, notre ordinateur, et donc on lui donnait un thème pour écrire une nouvelle. Et si on voulait gagner du temps, on prenait des contraintes, on gagnait 15 minutes de temps d'écriture par contrainte, voilà. Et donc moi je m'étais inscrite, je trouvais ça rigolo. Mon challenge en y allant, c'était d'arriver à terminer à écrire la nouvelle. Je l'ai écrite et puis finalement j'ai eu le prix d'écriture en individuel pour cette nouvelle. Voilà, donc j'étais contente. C'était très inattendu. C'était une nouvelle de type fantastique. Voilà, donc ça a été le premier prix. Et l'année dernière, j'ai eu un second accessite pour le prix Alain Debussy pour une nouvelle d'anticipation qui s'appelle Sous le soleil et qui a été publiée chez Géante Rouge. Avoir des prix, ça fait du bien pour combattre le syndrome de l'imposteur. Alors, ça marche pas très longtemps, mais au moins pendant quelques jours, on se dit chouette. Il y a des gens qui ont aimé ce que j'ai écrit, ça a pu émouvoir un jury, donc ça c'est très bien. Mais malheureusement, c'est pas très efficace dans la durée parce que rapidement, les doutes reviennent. Et ouais, et en même temps, mais ça aussi, ça fait partie du métier d'écrivain que de douter et de, oui. de se remettre en question. Je crois que ce sont dans tous les métiers artistiques. À partir du moment où c'est une production qui vient de nous, on est dans le doute. Et je pense aussi que c'est bien parce que ça évite de s'endormir et ça nous fait sortir en permanence d'une zone de confort. Et ça permet aussi de se renouveler. Mais faut être honnête, c'est quand même pas toujours très confortable. C'est sûr, si on pouvait s'en passer un ça. jour, quand on est face à notre manuscrit. Oh, je crois pas, parce qu'en fait, quand on entend des auteurs, des interviews d'auteurs qui ont je ne sais combien de romans derrière eux, qui sont reconnus, applaudis, aimés, et qui continuent à avoir ce syndrome de l'imposteur, on se dit, bon, voilà, ça fait partie du job, quoi. C'est clair. Et à ce propos d'ailleurs, au sujet un peu du syndrome de l'imposteur et un peu de la confiance en soi aussi, est-ce que tu dirais que qu'écrire une nouvelle, c'est quand même pas mal pour la confiance en soi quand on est un jeune auteur? Parce que je trouve que sur les romans, le risque qu'il y a et que je pense qu'on a tous un peu connu aussi en écrivant des romans, c'est un peu le fait qu'un roman, on peut le corriger à l'infini, on peut y passer un temps infini. Alors une nouvelle aussi, certes, mais bon, il y a quand même souvent, on peut peut-être la proposer un appel à texte avec une date et plus s'organiser dans le temps et on n'est pas à l'infini en train de refaire et refaire le même projet. Oui, ça peut être...
Pour les auteurs qui doutent beaucoup, qui effectivement, certains ne font que corriger, ça peut être une bonne chose. Moi, je pense néanmoins que la meilleure méthode, c'est quand même d'avoir affaire à la bêta-lecture. Faut pas rester tout seul dans son coin, on écrit tout seul. Je crois que c'est Stephen King qui disait qu'il fallait écrire tout seul et après ouvrir la porte pour la bêta-lecture, et c'est tout à fait ça. Et moi, j'ai eu cette chance de rencontrer des personnes formidables, dont celles qui sont devenues les bêta-lectrices d'Avensel, mais aussi qui ont bêta-lu mes nouvelles et puis qui ont bêta-lu mon 4e roman. Et en fait, c'est un regard extérieur, la bêta-lecture. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va savoir si ce qu'on a voulu provoquer chez le lecteur marche. On n'hésite pas à critiquer, hein, quand c'est mauvais, c'est dit, mais c'est dit gentiment. Et c'est pas dit pour blesser. Et une fois qu'on a compris ça, on peut vraiment beaucoup, beaucoup s'améliorer. Pour en revenir à ta question, c'est oui, un auteur par exemple qui aurait du mal, qui corrigerait sans arrêt son roman sans oser l'envoyer aux éditeurs, pourquoi pas la nouvelle? Mais dans ce cas-là, j'aurais envie de lui dire, mais pourquoi pas non plus faire bêta-lire le roman? Pas par des gens de sa famille, mais par des gens un peu extérieurs, mais trouver justement des gens qui sont pas forcément au début des amis et qui vont pouvoir avoir un regard un peu distancié sur le texte. Ta dernière nouvelle publiée, est-ce que c'est celle du coup dont tu parlais qui a eu le prix ou c'en est encore une autre? C'est celle qui a eu le prix, oui, la dernière, Sous le soleil. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu de quoi ça parle? Alors, Sous le soleil, bah écoute, ça commence à Marseille, donc je pense que tu connais. Et oui, alors on suit une vieille dame qui vient de se réveiller dans un appartement, il fait très très chaud. Et en très peu de temps, on se rend compte que c'est dans le futur, que la vie dans le sud de la France est devenue quasiment impossible à cause de la chaleur extrême. Et que, en fait, la majorité de la population a migré dans les pays du Nord, les pays scandinaves. Sauf que les pays scandinaves n'ont pas accepté tout le monde. Et donc, ceux qui restent à Marseille, c'est soit les trop vieux, soit les jeunes non compétents ou dont le profil n'intéressait pas les pays qui accueillent. Et ces jeunes gens qui sont restés à Marseille, en fait, ils passent leur temps à essayer de dénicher les vieux qui sont restés là et puis à les massacrer parce qu'ils pensent qu'ils sont responsables un peu du monde dans lequel ils vivent. Et donc au début, on suit cette vieille femme qui va essayer de se sauver, elle et son mari très malade. Voilà, c'est ça le début de la nouvelle. Donc c'est une nouvelle de climate fiction, parce que j'aime beaucoup. Et ça m'amusait aussi de prendre comme héroïne une femme qui a 75 ans, parce que c'est pas très fréquent. Et j'avais envie aussi qu'on ait ce regard-là sur la vieillesse et voir comment elle vivait, d'avoir fait partie de ceux finalement qui avaient amené le monde dans cet état-là. Enfin bref, voilà. Et donc elle est relativement courte. Mais c'était aussi cette nouvelle, c'est aussi un message d'amour, quoi. C'est voilà. Eh ben écoute, ça donne envie de la lire. On essaiera de mettre les liens pour aller lire tout ça dans les notes de l'épisode. Avant de te remercier pour tous ces bons conseils, j'avais quand même une petite question, parce que finalement, ça fait quand même plusieurs nouvelles où tu nous parles de climate fiction. Alors, je suis pas sûre que nos auditeurs savent très bien ce que c'est et pourquoi tu as choisi ce genre en particulier. La climate fiction, c'est un sous-genre d'anticipation généralement, et ça décrit un monde futur où il y a eu un changement climatique sévère et on voit les conséquences sur la vie des gens, sur la nature, voilà. Et moi, l'écologie m'intéresse depuis très très longtemps. J'ai 51 ans, donc voilà, ça fait au moins 30 ans que je m'y intéresse. C'est vraiment un sujet, je déplore un peu l'inaction de tous les gouvernements. Je suis un peu comme n'importe quel citoyen, je fais des efforts, je fais attention, mais je sais que c'est insuffisant. Donc c'est vraiment une source de frustration pour moi et je la fais passer dans mes écrits. Avensel, Mathilde, mon personnage principal, est une jeune climatologue suédoise qui s'occupe justement d'étudier le changement climatique en Inde, les changements sur la mousson. Vraiment, c'est une thématique très très importante pour moi. Je pense que la littérature de science-fiction et d'anticipation a un rôle à jouer, puisqu'on peut vraiment interpeller le lecteur
sur des thèmes comme ça. Par exemple, Le meilleur des mondes, ou 1984, on interpellait le lecteur sur les possibles dérives totalitaires des gouvernements occidentaux. La climate fiction, c'est comment on vit dans un monde où le climat est dégradé, où tout le monde, par exemple, n'a pas accès à l'eau potable, où une partie de l'humanité meurt de faim, où une partie de l'humanité ne peut plus vivre sur certains territoires parce qu'il y fait trop chaud et humide, etc. Donc c'est bien d'utiliser la fiction pour aborder des thèmes plus sérieux, et ça s'y prête bien en tout cas. Des thèmes sérieux et des thèmes d'actualité, clairement. Oui, on en parle de plus en plus, c'est effectivement. Alors parfois, ça peut avoir un effet repoussoir, hein. Je le vois en salon, des fois quand je parle. À Vencel, un des thèmes principaux aussi, c'était le libre arbitre. Donc, quand j'étais en 2021 en salon avec l'obligation vaccinale et tous les remous engendrés et que je parlais libre arbitre, les gens me regardaient. J'avais pas l'impression que, voilà, c'était. Il y a des fois, ça peut être repoussoir, ou à Vencel, je décris la survenue d'une troisième guerre mondiale nucléaire. Donc depuis le début de l'année 2022, beaucoup de gens me disent c'est d'actualité. Oui, mais il y a des fois où l'anticipation, l'actualité peut rejoindre ce qu'on lit dans les romans d'anticipation. Clairement, hein, surtout là sur le thème de la chaleur, etc. et oui, du réchauffement climatique. La nouvelle s'appelle Sous le soleil, hein, donc c'est... Et au niveau de tes envies futures d'écriture, est-ce qu'il y a des genres auxquels tu aimerais t'attaquer, auxquels tu as pas encore songé? Alors, mon 5e roman dont j'ai arrêté l'écriture pour corriger le 4e, hein, c'est un thriller pur. Ouais. Le 6e, ce sera du steampunk un peu horrifique. Bon, j'ai déjà l'histoire dans la tête. J'ai aussi une idée de thriller à l'hôpital, dans le milieu hospitalier. Voilà, et j'ai aussi un roman de fantasy, mais alors là, l'idée est encore plus lointaine. Mais j'ai déjà des bonnes idées des 5 prochains romans, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'écris un roman, il me faut au moins 2 ans. Entre 2 et 3 ans, entre l'écriture, les corrections. Mais je désespère pas d'arriver. Là, au moins, ça laisse le temps au projet de mûrir. C'est vrai, puis on te suivra attentivement pour voir l'évolution de ces beaux projets. Merci beaucoup en tout cas, Charlotte, pour tous tes conseils et toutes ces pistes à creuser pour les auteurs en herbe. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin. Merci à toi, Ingrid, de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de mes passions. Avec plaisir. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs.